Le 25 décembre de l'an 800, le jour de Noël, Charles, le roi des Francs, est couronné empereur des Romains par le pape Léon III dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. Cet événement est probablement l'un des plus importants de notre histoire, un mythe fondateur de notre identité. Je vous propose donc de revivre ensemble le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur. À l'époque de son couronnement, Charlemagne est déjà un grand souverain. Il n'a cessé d'agrandir son royaume grâce à ses nombreuses conquêtes. En 768, ce dernier regroupe déjà les territoires actuels de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Autriche, du nord de la Slovénie, ainsi que du centre de l'Italie. Il est évidemment le roi le plus puissant de toute l'Europe. Il refoule les Slaves païens d'Europe de l'Est, soumet les habitants de Hongrie au paiement d'un tribut, et tisse des liens diplomatiques avec le calife de Bagdad, maître lui aussi d'un immense territoire. Dans le monde chrétien, seul un souverain serait en mesure de contester à Charlemagne la suprématie politique et militaire, l'empereur byzantin, qui règne à Constantinople. Mais l'empire byzantin est en pleine crise, puisque le jeune empereur, Constantin VI, a perdu le pouvoir au profit de sa mère, qui lui a fait crever les yeux. La puissance de Charlemagne n'a donc aucun réel équivalent. Notez qu'à cette époque, le roi des Francs gouverne davantage un peuple, les Francs, qu'un territoire. Ce territoire a beaucoup évolué depuis le règne de Clovis, ses frontières changeant au gré des mouvements de population. Sous Charlemagne, on peut tout de même délimiter le royaume franc entre la Loire et le Rhin, le nord de la France, en gros. Il est officiellement roi des Lombards depuis que ces derniers ont été vaincus en 774. Mais bien sûr, son titre le plus important, c'est celui de roi des Francs, un héritage qui lui vient de son père, Pépin le Bref, fondateur de la dynastie des Carolingiens. Ce titre est un gage de légitimité pour Charlemagne, car les légendes de l'époque faisaient des Francs un peuple providentiel, destiné à devenir les maîtres de la chrétienté en Europe, car les plus braves et les plus habiles. On pense même alors que les Francs descendent des Troyens, réputés pour avoir été parmi les plus redoutables guerriers de l'histoire. Mais si Charlemagne est déjà tout puissant, quel intérêt pour lui de se faire sacrer empereur? L'idée du couronnement de Charlemagne vient d'abord du pape, dont la situation à l'époque est extrêmement précaire et qui aurait bien besoin d'un protecteur. Léon III ne peut compter sur l'empereur byzantin, à cause de sa situation, mais aussi des divergences qui existent entre chrétiens occidentaux et orientaux. Charlemagne, qui l'a déjà sauvé une fois en écartant la menace lombarde, reste donc sa seule alternative. En l'an 799, les deux intéressés ont une entrevue durant laquelle ils se mettent d'accord sur le principe d'un couronnement impérial. Le pape ferait de Charlemagne son protecteur attitré, tandis que ce dernier pourrait devenir, aux yeux de tous, le digne successeur des empereurs romains. Vous commencez à comprendre l'ampleur et l'importance d'un tel événement dans l'histoire. La cérémonie a lieu le 25 décembre 800. La mise en scène est grandiose, devant une assemblée de dignitaires, francs et romains, religieux et laïcs. Alcuin, le conseiller de Charlemagne, invite et incite le roi des Francs à accepter la proposition du pape. Ce couronnement lui permettrait de faire la synthèse entre Clovis, le premier roi des Francs chrétiens, et Constantin, le premier empereur romain chrétien. Cette double légitimité, politique et religieuse, sera au cœur du modèle monarchique jusqu'en 1789. Mais selon Eginhard, le biographe du souverain, tout ne se déroule pas comme prévu. Au début de la cérémonie, alors que Charlemagne se recueille devant le tombeau de Saint-Pierre, le pape lui pose une couronne sur la tête, avant que tout le peuple n'acclame le nouvel empereur. Rien d'anormal, du moins, c'est ce que l'on pourrait penser si Eginhard ne nous avait rapporté ceci. Il s'en montra d'abord si mécontent qu'il aurait renoncé à entrer dans l'église ce jour-là, bien que ce fût jour de grande fête, s'il avait connu d'avance le dessein du pontife. En effet, le pape aurait inversé l'ordre des choses durant la cérémonie. Charlemagne aurait d'abord dû être acclamé par le public, puis Léon III serait venu déposer la couronne sur sa tête. On peut comprendre la colère du roi. Avec cette inversion, le pape apparaît comme celui qui intronise l'empereur, le plaçant ainsi sous sa domination. C'est pour cette raison que Napoléon, 1000 ans plus tard, choisira de se couronner lui-même. La cérémonie du couronnement se termine par la prosternation du pape et des hauts dignitaires devant l'empereur, un personnage sacré. Charlemagne est donc officiellement couronné empereur d'Occident, mais il sera réticent à s'appeler empereur des Romains, car il tient à conserver ses racines franques.
De plus, le titre d'empereur était totalement étranger au franc, qui constituait la base du peuple de Charlemagne. D'ailleurs, ce sera davantage le Charlemagne, roi des Francs, qui sera mis en avant dans les différentes légendes et chansons de gestes françaises, alors qu'en Allemagne, on retiendra plutôt la figure de l'empereur. Les empereurs du Saint-Empire romain germanique se vanteront d'être les successeurs de Charlemagne, là où l'histoire de France sera marquée par le fameux traité de Verdun de 843. C'est cet événement qui donne à notre pays des frontières précises, celles de la Francie occidentale. Un tracé qui définira pour longtemps les limites du royaume de France. Plusieurs années avant sa mort, Charlemagne préparait déjà sa succession. Il décida de diviser son immense empire en 3 parts, une pour chacun de ses fils, Charles, Pépin et Louis, qui ne seront que rois, le titre d'empereur disparaissant avec Charlemagne. Qu'il ait été récupéré par les SS durant la Seconde Guerre mondiale pour baptiser leur fameuse division, ou par les partisans d'une Europe fédérale, le nom de Charlemagne ne cessera probablement jamais d'être un symbole d'union et de puissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce fut un plaisir de retracer avec vous le couronnement de Charlemagne, un événement qu'on a pu recontextualiser et qui reste encore aujourd'hui l'un des actes fondateurs de l'identité européenne. N'hésitez pas à vous abonner en prenant soin d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.